Je n'ai pas besoin de regarder pour savoir où la femme a décidé de se cacher. C'est toujours l'un de 3 endroits, et parmi ces 3, c'est généralement l'un en particulier. Tout est tellement prévisible. Je ne ferais pas ça si ce n'était pas absolument nécessaire. Si je pouvais l'éviter, je le ferais. C'est toujours le cas. Le problème, c'est que je ne peux pas. Pas quand mon état atteint ce stade. J'ai vraiment cru qu'une fois, cette fois, j'y arriverais. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. J'ai réussi à passer les 2 derniers cycles sans avoir à en arriver là. J'étais si près de réussir cette fois aussi. Mais hier, mes mains ont commencé à trembler, et peu après, j'ai ressenti des démangeaisons dans la nuque. C'est à ce moment-là que j'ai su que le temps m'était compté. Il n'y a pas de sens à se lamenter sur ce qui ne peut être. Je prends les 2 couteaux sur la table. Les lames montent et descendent dans l'air à cause du tremblement de mes mains, mais je devrais faire avec. Je descends lentement les escaliers qui mènent à la zone principale de stockage du dépôt. Ce ne serait pas mon endroit préféré pour chasser. Une grande partie de l'espace est occupée par des caisses et des conteneurs de stockage, et toutes les portes et fenêtres sont fermées à clé. Cela crée une ambiance claustrophobe qui laisse peu de place à l'évasion, ce qui, en retour, enlève tout le frisson et transforme l'expérience en quelque chose de monotone. Malheureusement, il n'y a pas d'autre option. Je ne peux pas prendre de risques inutiles, même si cela signifie que tout est devenu répétitif et ennuyeux. Il fut un temps où je tentais de prolonger cela autant que possible. C'était quand je croyais encore pouvoir donner à tout cela plus de sens que simplement satisfaire un besoin physique inévitable. Je pensais pouvoir forcer une sorte de satisfaction par le rituel. Peut-être qu'il y avait un moment où cela fonctionnait, ou du moins où je pouvais me convaincre que ça fonctionnait. Mais maintenant, cela n'a plus de sens. Je veux juste que ça se termine. Je me rapproche de la pile de grandes caisses, avec l'ouverture entre celles du fond. C'est l'endroit où la plupart des gens choisissent de se cacher, une fois qu'ils réalisent qu'échapper n'est pas une option. Si elle n'est pas là, je passerai au conteneur de stockage avec la porte brisée, puis à la petite salle près des grandes portes métalliques. Ce sont les 3 seuls endroits où il a du sens de se cacher dans cet entrepôt, donc inévitablement, elle a choisi l'un d'entre eux. Tout est tellement prévisible. Je n'ai pas besoin de vérifier les 2 autres cachettes, car je vois déjà la femme accroupie dans l'ombre entre les caisses. Je soupire. Bien sûr, elle est là, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est la chef et propriétaire de l'un des meilleurs restaurants de la ville. J'y ai dîné plus tôt dans la soirée, et le porc que j'ai mangé avait été merveilleusement préparé. Le repas fut la meilleure partie de ma soirée. J'avais espéré pouvoir la sauver. Elle avait envoyé son personnel chez elle quand elle a fermé le restaurant et était restée seule jusqu'à tard pour faire les dernières tâches de nettoyage. N'ayant pas le temps de trouver une autre personne, mes mains étaient liées. Elle me regarde avec des yeux écarquillés de terreur tandis que je m'approche. Cela ne devrait pas durer longtemps ni être trop douloureux. Je vais finir ça rapidement. Je lui dois au moins ça pour le bon repas. Les séries télé et les films vous feraient croire que les gens se mettent à hurler ou tentent de se défendre lorsque leur potentiel tueur se rapproche. J'ai découvert que généralement ce n'est pas le cas. Oh, cela arrive parfois, mais la plupart du temps, ils réagissent comme elle le fait, cette femme. Elle est paralysée par la peur, sa bouche bouge, mais aucun son n'en sort. Je suppose que cette réaction devrait me faire me sentir puissant, peut-être dominant. Mais cela ne me provoque rien. Je me penche légèrement pour entrer dans l'étroite ouverture. Maintenant, elle gémit, mais je l'ignore pendant que je lève les couteaux. Le tremblement de mes mains est pire maintenant et j'ai à peine la force de tenir les manches en bois. Il va falloir que je termine rapidement. Les couteaux s'enfoncent dans son corps et pour la première fois, elle crie. Je jure à voix haute lorsque le sang commence à couler sur mes mains. Les lames ne sont pas allées là où je voulais. J'avais essayé de rendre les coups mortels pour qu'elle n'ait pas à souffrir. Maintenant, je dois m'y prendre, de manière plus désordonnée. Je retire les couteaux. J'ai trop attendu, et mes mains tremblent de façon incontrôlable maintenant. Il faut que j'oublie le plan initial et que j'improvise. Je lance l'un des couteaux derrière moi et je ferme mes 2 mains autour du manche de celui que je tiens encore. C'est un peu mieux. Je contrôle un peu plus l'arme, bien que je ne puisse pas la maintenir totalement stable. La femme est encore sonnée par l'attaque initiale. Je ne crois pas qu'elle ait réalisé, à cause du choc, qu'elle avait été poignardée. Elle me regarde avec un regard vide, tandis que ses mains pressent les 2 plaies. Avant qu'elle n'ait le temps de se reprendre, je pousse le couteau en avant, et cette fois, ma visée est juste. Le métal glisse dans sa poitrine et je sens qu'il traverse son cœur. Je m'assure de le retirer au lieu de le laisser en place. Ainsi, l'hémorragie augmentera et la mort viendra plus vite. Je soupire de nouveau en m'éloignant de l'espace entre les caisses et en m'éloignant davantage. Elle n'est pas encore morte, mais elle le sera dans quelques instants. J'ai suffisamment d'expérience pour savoir quand une blessure est fatale. Il n'y a pas de sens à rester et à observer l'inévitable. Je tends les mains devant moi. Elles tremblent encore, mais les tremblements sont plus faibles et facilement gérables. Les démangeaisons à l'arrière de ma tête ont disparu. C'est une amélioration, bien que minime. C'est tellement foutrement insatisfaisant. Ça ne ressemble jamais à cette incroyable nuit de fin de cycle. Mon insatisfaction est rapidement remplacée par de la colère.
Pourquoi diable cela ne peut-il jamais être pareil? Une nuit de montée incroyable, indescriptible, inégalée, et presque un mois à toucher le fond et simplement essayer d'exister jusqu'à la suivante. Comment diable cela peut-il être juste? Je me force à me calmer. La réponse est que ce n'est pas juste, mais il n'y a rien que je puisse y faire. De plus, la fin du cycle est presque là. Il me suffit de tenir jusqu'à demain soir. Ce qui serait intelligent, ce serait de nettoyer le gâchis que je viens de faire et de rentrer chez moi pour me reposer. Je sais par expérience que je ne pourrai pas dormir et je ne suis pas dans l'état mental adéquat pour m'assurer que la scène de crime soit correctement gérée. Les deux choses devront attendre. Je sors un trousseau de clés de ma poche, retire les cadenas d'une des portes et relâche les chaînes. Je les jette sur le côté en petits tas et sors. Le vent froid d'hiver me frappe immédiatement et je serre les dents en pestant d'avoir laissé mon manteau à l'intérieur. Avant de partir, je fais le tour du bâtiment jusqu'à atteindre une vanne. Je tourne la poignée et l'eau glacée commence à couler. Aussi vite que possible, je me lave le sang des mains et je les sèche sur mes jeans. Je laisse l'eau couler, suffisamment pour que le liquide s'écoule dans une bouche d'égout à proximité, puis je ferme la vanne une fois de plus. Une fine pluie commence à tomber alors que je marche vers la ville. Le dépôt que j'utilise se trouve dans un vieux chantier naval qui n'a pas été en activité depuis des années. Il ne m'appartient pas, et les divers objets entreposés à l'intérieur ne sont pas non plus les miens. Mais à un moment donné, le véritable propriétaire a cessé de se soucier de cet endroit et l'a abandonné à son sort. Je regarde autour de moi les autres bâtiments que je traverse. Ils sont tous dans des états de dégradation variés. Je me demande souvent ce qui a bien pu se passer ici pour que tant de gens partent en même temps, laissant tant de marchandises derrière eux. Avoir un espace aussi vaste, rien que pour moi, surtout un qui inclut plusieurs sections isolées, a été d'une grande utilité. Il n'y a personne à proximité pour entendre les bruits, qu'ils viennent de moi ou de mes invités, et il n'y a pas de sécurité qui pourrait trébucher accidentellement sur mes activités. C'est en gros l'environnement parfait. Je serre les dents. Sauf que ce n'est pas parfait, n'est-ce pas? Si c'était le cas, peut-être que je ne me sentirais pas aussi vide quand je traite ma condition. Peut-être ai-je besoin d'un défi, et cet endroit rend tout trop facile. Je secoue la tête fermement. Ce n'est pas ça. Je sais que ce n'est pas ça. Le chantier naval abandonné me procure une sécurité que je n'aurais pas autrement. Je suis juste de mauvaise humeur et en train de me défouler. Un autre merveilleux effet secondaire de ma condition. Ma voiture est garée au bord du chantier naval. Je l'ignore et continue à pied. J'ai découvert que la meilleure façon de prolonger les effets d'un traitement est de rester actif. L'activité physique m'aide à me distraire du retour de mes symptômes, du moins pour un moment. Je regarde mon montre. Il me reste environ 20 heures. Putain, la route qui s'éloigne des quais est déserte. Ce n'est pas une surprise, car il n'y a rien d'autre dans cette direction. Il n'y a aucune raison que quelqu'un d'autre soit ici à part moi. Je marche au milieu de la route au lieu de prendre un côté. D'une manière très réelle, ceci est mon propre domaine personnel. Je marche plus de 2 miles avant d'atteindre un carrefour. Je continue sans même regarder sur les côtés. Les deux routes, celle de gauche et celle de droite, mènent aux autoroutes. La direction vers laquelle je vais mène au village. Cependant, avant d'y arriver, je passe juste devant un petit restaurant qui est ouvert toute la nuit. C'est là que je vais. Après encore un mile, j'arrive au restaurant. Je suis satisfait de voir qu'il n'y a que 2 voitures seules dans le parking. Je rentre et m'installe dans une cabine dans le coin. Je suis seul dans la salle à manger. Les voitures doivent appartenir aux employés. En parlant du diable, une femme sort de la cuisine et me sourit. Je vois son sourire s'estomper légèrement. Ce n'était pas grand-chose, mais je l'ai définitivement remarqué. Ai-je encore du sang sur moi que je n'ai pas vu? On dirait que ce temps charmant t'a bien attrapé, me dit-elle. Ta voiture est tombée en panne ou quelque chose comme ça? Un fourgon, en réalité. Mentis-je aisément, mes préoccupations se dissipant. Juste à la sortie 219, j'ai appelé, mais je ne peux pas faire venir quelqu'un avant demain matin. J'ai dû marcher jusqu'ici. Je ne suis pas né un bon menteur, bien au contraire, en fait. J'étais terrible à mentir quand j'étais enfant, et chaque fois que j'essayais, je me faisais attraper. J'ai développé cette compétence au fil des années. Il a été nécessaire que je le fasse. Maintenant, je le fais selon les besoins, sans même y penser. Je commande une tasse de café pour commencer, avant de demander à voir le menu. Je sens l'odeur d'une cafetière fraîchement préparée quelque part près de moi, et ma marche, dans la nuit froide et pluvieuse, m'a laissé geler jusqu'aux os. Je évite la caféine la plupart du temps, mais je suis prêt à faire une exception cette fois. Quand la serveuse revient avec ma boisson, je commande quelque chose du menu. C'est un genre de sandwich, mais je ne suis pas sûr lequel. Je montre simplement une ligne, et elle acquiesce avant de retourner à la cuisine. En réalité, je n'ai pas faim. Je sais pourtant que je dois manger. Mon corps a besoin de toutes les calories possibles pendant la phase finale du cycle. Le café aide à chasser le froid de mon corps. Cela, combiné au temps qui s'est écoulé depuis la mort, me fait me sentir plus moi-même que je ne l'ai été depuis des jours.
Cela ne durera pas, cela ne le fait jamais, mais pour le moment, je préfère ne pas me concentrer là-dessus. Je reste dans la cabine inconfortable un peu plus d'une heure, mangeant lentement mon sandwich au poulet médiocre et buvant des tasses de café de plus en plus mauvaises. Finalement, il est temps de partir. Le restaurant est à seulement quelques miles du chantier naval et je ne veux pas laisser trop d'impression à la serveuse au cas où quelque chose se passerait plus tard. La serveuse m'apporte l'addition et pendant ce temps, elle me propose de me ramener à mon fourgon inexistant. Je lui souris et décline poliment, lui disant que j'ai été coincé dedans toute la journée et qu'il est agréable de pouvoir marcher et étirer les jambes. Elle regarde la pluie qui tombe encore et me demande si je suis sûr. Je lui assure que oui. Lorsqu'elle s'éloigne vers la cuisine, je ressens la familiarité de la démangeaison à l'arrière de ma tête. Non, c'est trop tôt. Je n'ai jamais ressenti la démangeaison si tôt après un meurtre. Il se passe toujours au moins quelques jours avant que je commence à la remarquer. Je reste immobile dans la cabine, sentant les picotements comme des épingles parcourir mon crâne. Quelque chose ne va pas. Normalement, la démangeaison commence si légèrement qu'elle est à peine perceptible. Pendant 2 ou 3 jours, elle augmente progressivement en intensité jusqu'à devenir si forte qu'elle me pousse au bord de la folie. Ce n'est pas ce qui se passe maintenant. La sensation est déjà intense et je sens qu'elle augmente constamment chaque seconde qui passe. Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. Réfléchis. Ai-je fait quelque chose de mal, changé quelque chose à propos du meurtre? Je secoue la tête. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de rituel ou quoi que ce soit de ce genre. Tuer, satisfaire le besoin, c'est tout ce qu'il y a. Ce n'est pas de la science spatiale, bordel. Calme-toi. Respire. Peut-être y avait-il quelque chose de différent chez la femme que j'ai choisie. Tout ce qui comptait avant, c'était tuer, mais je suppose que c'est possible. Il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude. Concentre-toi, bordel. Rien de tout ça n'a d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais maintenant. Il n'y a aucune chance que je tienne jusqu'à la fin de la journée. Je regarde l'horloge accrochée au mur. Le soleil ne se lèvera même pas dans 1 heure. À ce rythme, la démangeaison atteindra bientôt son paroxysme. Quand cela arrivera, la douleur commencera. Ce sera comme si des marteaux enfonçaient en des pointes dans chaque centimètre de mon corps. Je serai tellement aveuglé par l'agonie que je ne pourrai plus penser rationnellement. La dernière et unique fois où cela a atteint ce point, j'ai retrouvé conscience dans le salon d'une maison que je ne connaissais pas. Les restes de 3 personnes, déchiquetées et à peine reconnaissables comme des humains, m'entouraient. Chaque centimètre de mon corps était couvert de sang chaud. Tous mes symptômes avaient disparu, mais je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé ni de l'endroit où j'étais. J'avais résolu un problème et créé une multitude d'autres. Je ne peux pas me permettre que cela se reproduise. Un bruit sourd et étrange se fait entendre. Je l'ignore, pensant que cela vient des anciens conduits de chauffage du restaurant. Cependant, il persiste, et il ne semble pas venir d'en haut. Je regarde vers le bas et découvre que mes mains tremblent, si violemment qu'elles frappent la table. Je les fixe un long moment. Je n'avais même pas remarqué qu'elles tremblaient. Je serre mes doigts autour du bord de la table et je l'agrippe de toutes mes forces dans une tentative de les calmer. J'ai pris une décision. Je ne sais pas quand j'ai commencé à m'approcher de cela, ni comment j'ai abouti à cette conclusion en particulier, mais je sais ce qu'il faut faire. Je sors mon portefeuille de ma poche arrière, je prends quelques billets et je les pose sur l'addition que la serveuse m'a laissée. Je sais qu'elle me regarde à travers la petite fenêtre qui donne sur la cuisine. Après tout, je suis le seul client, je ne vais rien commander de plus, et elle a déjà gagné le pourboire que je choisis de lui laisser. À ce stade, elle voudra juste que je parte pour pouvoir retourner à son inactivité. Je me permets un petit sourire imperceptible lorsqu'elle sort immédiatement de la cuisine. Certaines personnes sont trop faciles à lire. Je n'ai pas de plan. Ce n'est pas important. Je n'en ai pas besoin. J'ai pris tellement de vie au fil des années que c'est devenu instinctif. Elle arrive à la table et tend la main pour ramasser l'addition et l'argent. Juste au moment où elle le fait, mon bras se déplace tel un serpent et mes doigts s'enfoncent dans ses cheveux bruns. Avant qu'elle n'ait pu réagir, je lui écrase le visage contre le bord de la table. Son cri se fait étouffer presque aussitôt qu'il commence. Elle glisse au sol, inconsciente. Je sais qu'elle n'est pas morte. Plutôt que de m'en occuper, je me glisse hors de la cabine et me dirige immédiatement vers la cuisine. La serveuse ne va nulle part, et même si elle se réveille, elle ne sera pas en état de partir ni de représenter une menace pour moi. Cependant, il y a une autre personne dans le restaurant, et je ne peux pas risquer qu'elle ait entendu son cri bref. La porte de la cuisine commence à s'ouvrir juste avant que j'arrive. Je saisis un couteau à viande dans un panier de couverts derrière le comptoir avant de donner un coup de pied à la porte pour faire percuter la personne qui sortait de l'autre pièce. Un bruit sourd se fait entendre lorsqu'elle heurte quelqu'un. Profitant de cet instant d'avantage, j'ouvre la porte d'un coup et enfonce la lame dans le grand homme qui se trouvait derrière. Le couteau n'est pas aussi aiguisé que ceux que je garde dans le chantier naval.
Et la lame légèrement dentelée est conçue pour couper plus que pour poignarder. Je ne m'attendais pas non plus à ce que la personne soit aussi grande. Le couteau s'enfonce dans sa chair, mais ce n'est qu'une blessure superficielle. Baisant mon épaule, je le heurte en pleine poitrine pour lui couper le souffle. Il est vraiment grand. Il fait au moins 6 pouces de plus que moi et 50 livres de plus. C'est le danger de ne pas planifier les choses avant de tuer. Je me retrouve dans des situations comme celle-ci où je ne peux pas contrôler pleinement ce qui se passe. À la fin du cycle, cela n'aurait pas d'importance, mais jusqu'à ce moment, ce genre de risque est extrêmement dangereux. Il est temporairement sans souffle maintenant, et blessé. À en juger par l'expression sur son visage, il n'est pas non plus sûr de ce qui se passe. Je peux travailler avec ça. Je jette un regard rapide autour de moi et mes yeux se posent sur une poêle sur le feu à ma droite. Son contenu crépite sous la chaleur. Je la prends par le manche et la balance comme une raquette de tennis vers la tête de l'homme. Elle frappe violemment son front. Il y a un craquement nauséabond d'os, suivi d'un bruit crépitant alors que le métal chaud brûle sa chair. Sa bouche s'ouvre, mais il ne crie pas. À la place, il émet un bruit bouillonnant tandis que de la mousse sanguinolente se déverse de sa lèvre inférieure. Le fluide rouge, épais, commence également à couler de ses oreilles et des coins de ses yeux. La poêle fait un bruit de succion alors que je l'arrache de son visage. En le faisant, la peau se déchire et reste collée à la poêle comme du cuir brûlé. Je balance la poêle une seconde fois et il s'effondre immédiatement sur le côté. Son œil droit est sorti de son orbite et repose sur le pont de son nez, le nerf optique pendaillant dans la cavité. Il est presque terminé. Je dois lui rendre hommage d'avoir survécu aux 2 coups de poêle, même s'il l'a fait avec des lésions cérébrales considérables. Je laisse tomber la poêle au sol et je passe au-dessus de l'homme pour atteindre un micro-ondes sur une étagère. Je le débranche du mur, je le ramène vers lui et lui jette un dernier regard alors qu'il tremble et convulse. Je soulève le lourd appareil au-dessus de ma tête avant de le laisser tomber avec toute la force possible. Son crâne endommagé offre peu de résistance et son corps reste immobile. Un bruit se fait entendre de la zone du restaurant. Je sors précipitamment de la cuisine, préoccupé qu'un client soit entré dans ma zone de massacre. À la place, je trouve la serveuse luttant pour se lever. Elle est appuyée contre le côté du siège de la cabine. Le salière qu'elle avait renversé de la main, gisant en morceaux au sol à côté d'elle. Je prends un autre couteau dans le panier de couvert et je traverse la distance entre nous. Elle me regarde avec des yeux vitreux, et je doute même qu'elle puisse me voir. Je réajuste ma prise sur le couteau et lui coupe la gorge. Le sang jaillit de la plaie. Les petits tas de sel renversés sur le sol deviennent collants et pâteux à mesure qu'ils sont recouverts. Les démangeaisons ont cessé. Mes mains sont aussi fermes que des pierres. Je m'assois sur un tabouret près du comptoir et pousse un soupir de soulagement. Pour la première fois depuis que les symptômes ont commencé ce cycle, je me sens humain. Avec le soulagement vient une amertume familière. Peu importe combien un meurtre peut être satisfaisant, il n'apporte jamais le même plaisir. Et la satisfaction écrasante que lors de la dernière nuit du cycle. C'est exaspérant. C'est comme si un pouvoir supérieur avait décrété que je ne devais être heureux qu'une seule nuit par mois, 2 fois par mois, tous les 2 ans et demi plus ou moins. Je me permets 1 minute pour m'attarder sur ma colère et ma déception avant de m'obliger à les mettre de côté. Il y a une urgence à laquelle je dois m'atteler. J'ai 2 cadavres et tout le chaos qu'ils ont créé à gérer. Il ne faudra pas longtemps avant que les gens commencent à arriver pour le petit déjeuner. Je dois trouver ce que je vais faire avant que cela n'arrive. Il ne me faut pas longtemps pour réaliser que j'ai commis une grosse erreur. Peu importe ce que je fais, cet endroit finira par devenir une scène de crime. Étant à seulement quelques kilomètres du chantier naval, la police viendra sûrement l'inspecter. Lorsqu'ils le feront, ils trouveront probablement la femme que j'ai tuée plus tôt, probablement accompagnée de preuves d'autres meurtres également. Je n'ai d'autre choix que de quitter le chantier naval et de m'installer ailleurs, probablement dans un autre état. Je regarde le plafond. Définitivement dans un autre état. Très bien, si c'est ce que je dois faire, c'est ce que je ferai. Je retourne au comptoir, ouvre la caisse enregistreuse et prends la petite somme d'argent qu'elle contient. Je vais aussi dans la cuisine, je prends l'argent du portefeuille du cuisinier ainsi qu'un jeu de clés dans son autre poche. Cela ne fait pas grand-chose au total, mais c'est mieux que rien. Je dois juste survivre à la journée. Si je peux le faire, je pourrai terminer le cycle ce soir, dans un autre endroit avant de poursuivre mon chemin le matin. Il suffit juste de survivre à la journée. La cuisine me donne la solution dont j'ai besoin pour effacer mes traces. Il y a une conduite de gaz apparente qui traverse la cuisine. Me couvrant la bouche, je brise une section du tuyau avant de m'assurer rapidement que le pilote du four reste allumé. Parfait. J'ai brisé une ligne secondaire, pas la principale. Je sors du restaurant par la porte principale. Il n'y a encore personne dans le parking et il n'y a pas non plus de circulation sur la route. D'abord, j'essaie la clé que j'ai prise du cuisinier dans la petite voiture blanche, mais elle ne correspond pas à la serrure. Cependant, elle s'insère facilement dans la porte du conducteur de la camionnette rouge, alors je monte et démarre le moteur.
La pluie a cessé, et les premières lueurs de l'aube se dessinent au loin alors que je m'engage sur la route et m'éloigne de la ville. Moins d'une minute après avoir commencé à conduire, ce qui semble être la lumière d'un deuxième lever de soleil apparaît dans le rétroviseur. Je hoche la tête pour moi-même. Il ne faudra pas longtemps avant que l'incendie dans le restaurant soit complètement hors de contrôle, si ce n'est déjà fait. Au moins, il faudra aux autorités quelques jours pour fouiller parmi les débris et les cendres. Même s'ils arrivent à retrouver suffisamment de preuves pour reconstituer les événements, je serai bien loin d'ici à ce moment-là. La seule chose qui joue contre moi, c'est la camionnette que je conduis. Les policiers mettront peu de temps à réaliser qu'elle a disparu. S'ils agissent assez vite, ils pourront faire circuler l'information dans tout l'État avec la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation. Cela pourrait entraîner un désastre. Heureusement, je ne vais pas rester longtemps dans cette camionnette. Je conduis de retour vers le chantier naval, allant aussi vite que je l'ose sur le pavé glissant. J'arrive à destination sans incident et gare la camionnette au bord d'un des quais de béton avant de la mettre au point mort et de descendre. J'essaie de pousser la camionnette hors du bord du quai, mais je peine à la faire bouger. Je me baisse et presse mon dos contre la porte arrière tout en poussant de toutes mes forces. Finalement, elle commence à rouler vers l'avant. Un bruit métallique se fait entendre lorsque les roues avant franchissent le bord. Je manque de tomber lorsque le poids de l'avant fait le reste du travail pour moi. La camionnette glisse dans l'eau sombre et disparaît sous la surface. Je me donne quelques instants pour me reposer avant de secouer la poussière et de me précipiter vers la voiture que j'avais garée au chantier naval plus tôt. C'est une berline noire à 4 portes, le genre que d'innombrables personnes conduisent dans chaque ville du pays. Je m'assure que mon sac à dos est toujours sur le siège passager avant d'ouvrir le coffre et de sortir un sac de voyage. Je change mes vêtements tachés de sang contre des vêtements propres avant de monter dans la voiture et de quitter le chantier naval. Cette fois, je tourne à droite à l'intersection à 4 voies au lieu de continuer vers la ville. Mon plan est de mettre autant de kilomètres que possible entre cet endroit et moi avant l'après-midi, puis de trouver un endroit où je pourrais terminer mon cycle. Je sors mon téléphone portable de la boîte à gants et ouvre l'application de carte. Bien sûr, le téléphone est prépayé, et je l'ai acheté sous un faux nom. Il y en a une demi-douzaine d'autres dans le coffre, ainsi qu'un dans mon sac à dos, tous encore dans leurs emballages et enregistrés sous des noms différents. La carte confirme ce que je pensais déjà. Si je me tiens sur les autoroutes et que je ne fais aucune halte, je peux quitter le Minnesota et arriver dans le Dakota du Nord avant 1h de l'après-midi. Cela devrait me laisser largement le temps de m'orienter et de déterminer où passer la nuit. C'est ce que je fais. Ignorant la fatigue qui commence à m'envahir, je conduis vers la frontière de l'État, m'assurant de rester dans la limite de vitesse pour éviter d'être arrêté. Je dois résister à la tentation d'aller plus vite. Bien que je sache que respecter la limite de vitesse est la décision la plus sage, je suis pressé d'arriver à destination. Je faillis m'endormir 2 fois pendant le trajet. Maintenant que les symptômes de ma condition ont disparu, du moins pour l'instant, mon corps est plus détendu qu'il ne l'a été depuis un long moment. Cela n'aide pas que les routes dans cette partie du Minnesota soient lastier-bordées uniquement d'arbres et de terres ouvertes, sans rien pour rompre la monotonie. Avec un certain soulagement, j'arrive à la frontière de l'État. Il y a un panneau indiquant une aire de repos quelques miles après la ligne, et, reconnaissant, je le suis jusqu'au parking. J'ai besoin de sortir, de m'étirer un peu, de respirer de l'air frais. Je n'ai jamais été dans cette partie du pays auparavant, et je suis surpris de voir que l'aire de repos n'est pas l'une de ces petites installations avec seulement quelques toilettes et des distributeurs automatiques. Celle-ci est bien plus grande, avec une section style cafétéria qui abrite 5 ou 6 chaînes de fast-food. Il y a aussi une petite salle de jeu, ainsi qu'une pièce latérale avec une douzaine de chaises massantes en cuir. Je m'intéresse davantage à un kiosque juste à l'intérieur de l'entrée. Il contient des étagères de cartes et de brochures, tant pour des sites touristiques spécifiques que pour le Dakota du Nord en général. Je prends quelques-unes d'entre elles sous mon bras avant d'acheter quelque chose à manger. Une fois mes hamburgers et ma boisson en main, je choisis une table dans un coin, loin des autres personnes, et j'ouvre l'une des cartes. Je cherche un village où passer la nuit. Il doit répondre à certains critères spécifiques, cependant. Il doit avoir une population assez grande pour en valoir la peine, mais pas trop pour ne pas avoir une présence policière trop importante. La police n'est pas un problème pendant la dernière nuit du cycle. Je m'inquiète de ce qui pourrait se passer le lendemain. Je préfère aussi les villages isolés. Plus c'est contenu, mieux c'est. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'options qui répondent à mes besoins. Je commence à penser que je vais devoir me contenter de quelque chose de moins qu'idéal. J'ai dû faire ça par le passé, jamais avec un préavis aussi court, cependant. Cela ne me plaît pas d'entrer dans quelque chose à l'aveugle. Il semble que je n'aurai pas le choix cette fois. Attends, voilà. Un petit village à environ 100 miles de là, avec suffisamment de rues groupées sur la carte pour impliquer une population d'une taille décente. Je cherche le village sur mon téléphone et confirme que c'est bien cela. Broken Bend, Dakota du Nord. Je termine mon repas,
jette les emballages et les cartes dans une poubelle. Je m'assure d'avoir les directions vers ma nouvelle destination avant de partir. En tenant la porte pour un homme âgé, je remarque un étagère de journaux sur le côté. L'actualité en première page du journal du dessus a pour titre « Les planètes s'alignent ». Je prends 50 centimes dans ma poche et achète le journal. Je retourne à ma voiture et l'ouvre. Selon l'article, pendant une période d'environ 18 heures, la Terre entrera et sortira d'alignement avec plusieurs planètes. C'est extrêmement rare que cela se produise. Normalement, 3 planètes ou plus s'alignent pendant un court laps de temps, puis continuent de leur orbite jusqu'à ce qu'elles ne soient plus alignées entre elles. Ce qui est différent ici, en raison de la position des planètes dans leurs orbites autour du Soleil, la Terre est en train et continuera d'entrer et de sortir de différents alignements avec différentes planètes. 2 de ces événements impliqueront également la Lune. Cela doit être ça. Cela doit être la raison pour laquelle mes symptômes sont revenus si rapidement. J'ai toujours su que le cycle lunaire était lié au mien. Quelque chose dans ces alignements planétaires doit être en train de tout dérégler. Il n'y a rien que je puisse y faire. Je jette le journal sur le siège arrière avant de reprendre la route. En réalité, cela ne change rien. Je dois encore arriver à Broken Bend et m'installer avant que la nuit ne tombe. La route que j'ai choisie me fait sortir des autoroutes principales et me mène vers de petites routes secondaires. Elles sont en mauvais état ici, et je dois ralentir pour éviter que la voiture ne s'enfonce dans certains des plus gros nids de poules. Les forêts sont beaucoup plus denses, le long de ces chemins aussi. Les arbres sont plus hauts et plus rapprochés, et leurs cimes s'étendent au-dessus de la route comme un dais. Bien que ce soit l'après-midi d'une journée ensoleillée, je dois allumer les phares de la voiture pour y voir clair. C'est comme si je conduisais dans un tunnel. 2 heures après avoir quitté l'aire de repos, je passe un panneau indiquant « Bienvenue à Broken Bend ». Juste après, il y a un pont en bois qui traverse une rivière. La voiture saute de manière inconfortable en passant sur les planches. Quelques minutes après avoir franchi le pont, les arbres se dispersent et j'arrive au village. J'ai découvert que la plupart des villages de cette taille tendent à se ressembler, et Broken Bend ne fait pas exception. Le centre-ville est composé de commerces locaux, de quelques églises, de quelques bâtiments administratifs et d'une station-service de chaque côté. En roulant plus loin, je remarque que la plupart des maisons anciennes se trouvent sur de grandes propriétés, mais il y a aussi quelques développements plus récents avec des maisons beaucoup plus serrées. Au-delà des zones résidentielles, il y a des parcs et des réserves naturelles. Je souris légèrement. C'est parfait. Je commence à faire des plans. Il y a un site de construction fermé, juste en dehors du centre, où je peux cacher la voiture pour la nuit. Il est à quelques pas de plusieurs magasins et entreprises, ainsi que d'au moins 2 des nouveaux quartiers résidentiels. Je peux garer la voiture, aller au village jusqu'au coucher du soleil, revenir à la voiture pour me préparer et me diriger vers les quartiers résidentiels quand la nuit sera tombée. Je gare la voiture sur le site de construction et la manœuvre entre les équipements pour la stationner derrière une longue remorque. Je prends un moment pour m'assurer que j'ai tout ce dont j'aurai besoin. Ce n'est pas grand-chose. Puisque je vais revenir à la voiture avant la tombée de la nuit, il me suffit de prendre mon portefeuille. Je sors de la voiture et sens l'air frais sur ma peau. Correction. Mon portefeuille et un manteau. J'ouvre le coffre et prends mon manteau épais. En le faisant, je sors aussi un grand couteau. Normalement, je ne porte pas d'arme avec moi. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est plus sûr ainsi. Je n'ai pas à me soucier des détecteurs de métaux ou, comme cela s'est déjà produit dans le passé, d'être fouillé. De plus, ce n'est pas comme si j'en avais réellement besoin. Je peux être assez créatif quand il s'agit de trouver des moyens de blesser les gens. Cependant, c'est un village nouveau avec lequel je ne suis pas familier. Autant prendre des précautions supplémentaires. Mon court trajet jusqu'au centre de Broken Bend se fait dans le calme. Quelques voitures passent pendant que je marche sur le côté de la route et aucun conducteur ne prête attention à moi. Je ne suis pas pressé. À ce stade, je cherche simplement à tuer le temps jusqu'au coucher du soleil. Lorsque j'arrive au centre, je marche lentement devant les différents commerces et magasins. Plusieurs piétons me saluent pendant que je passe sur le trottoir. Je leur rends leur sourire et un léger hochement de tête. Ces gens n'ont aucune idée de ce qui les attend ce soir. Cette pensée me fait sourire encore plus. Ça a été une longue journée, donc c'est un soulagement lorsque j'arrive devant un bar. La fenêtre peinte annonce « The Rock Creek Tavern ». J'ouvre la porte et entre. C'est là que je passe les 2 heures suivantes. La nourriture est étonnamment bonne, la bière est agréablement froide et les clients me laissent tranquille. J'ai eu des après-midi pires que celui-ci. Je sens le besoin d'aller aux toilettes. En me levant pour y aller, je vérifie l'heure sur mon téléphone. Il est tout juste 5 heures. J'ai largement le temps de faire ce que j'ai à faire, de boire une dernière bière et de commencer à retourner vers la voiture. C'est une petite salle de bain avec un seul WC. Je ferme la porte à clé avant de faire ce que j'ai à faire. Une fois que j'ai terminé, je me lave les mains et me regarde dans le miroir. Je me sens un peu chaud. Je suppose que cela ne devrait pas me surprendre. Ça a été une longue journée et j'ai passé la majeure partie de celle-ci sur la route. C'est le stress ou les bières.
Je me regarde de près dans le miroir. Je parais définitivement fatigué. Mes yeux sont légèrement injectés de sang et des cernes sombres sont visibles sous mes yeux. Je suis aussi un peu pâle. Je soupire et passe une main sur mon visage. Je m'arrête. Ma main tremble. Je me force à rester calme. Le tremblement n'a pas d'importance. Il ne me reste que quelques heures avant la fin du cycle. Je peux tenir jusque-là. Je ne ressens même pas les démangeaisons sur ma nuque. La sueur commence à perler sur mon front. Je commence à avoir trop chaud. En tenant le lavabo de mes deux mains, je me penche vers le miroir et scrute de plus près mes yeux. La pupille noire n'est plus ronde. Elle ressemble désormais à une tache d'encre qui s'est étendue sur l'iris bleu. Ça arrive. La fin du cycle est là. La transformation a commencé. Cela ne devrait pas être possible. La transformation ne devrait se produire qu'une fois que la lune commence à se lever. Le soleil n'est même pas encore totalement couché. Je me souviens de l'article du journal sur les étranges alignements planétaires. Il doit y avoir quelque chose dans tout ça qui non seulement accélère mes symptômes, mais force aussi la transformation à se produire plus tôt. Je dois sortir du bar. Si je me dépêche, je pourrais peut-être atteindre la voiture avant que... Un bruit sec retentit quand ma pommette droite se brise en deux. Je crie en ressentant cette explosion soudaine de douleur, il est trop tard. Ça commence maintenant. Aussi vite que possible, je retire mes vêtements. Normalement, j'ai le temps de les ranger et de revenir les chercher après que la nuit soit terminée, mais je doute de pouvoir les récupérer cette fois-ci. Pourtant, il est préférable de les enlever. Moins mon corps sera restreint pendant la transformation, mieux ce sera. Je ressens une pression sur le haut de mon dos. C'est le signe que l'une des parties les plus douloureuses de la transformation approche. Je m'assieds sur le sol de la salle de bain et retire ma ceinture. Je la place dans ma bouche et mordille le cuir doux. À peine quelques secondes plus tard, mes bras glissent en avant dans leurs articulations avant de se disloquer complètement. C'est terriblement douloureux, mais pas aussi terrible que ce qui va suivre. Je me laisse aller contre le mur et ferme les yeux. Ma mâchoire presse la ceinture avec une telle force que mes gencives me font mal, tandis que les os de mes jambes se déboîtent. Je manque de m'évanouir lorsque ma colonne vertébrale craque et se tord, formant une courbure prononcée près du sommet. La salive et le sang noir s'échappent autour de la ceinture dans ma bouche. Plus encore cool lorsque la partie avant de mon crâne commence à se briser en morceaux et que mes côtes se séparent davantage. J'ai l'impression de brûler de l'intérieur, mais je sais que le pire est à venir. Pendant cette partie de la transformation, ma douleur se décuple. C'est parce que j'ai 2 fois plus de nerfs dans mon corps. Ceux qui sont connectés à mon corps actuel et ceux qui se rattachent à ce qui est en train d'émerger. Tous hurlent de douleur tandis qu'ils sont étirés, brisés et déchirés. Il n'y a ni pensée, ni raison. Il n'y a que la torture, profonde et infinie. Je suis tellement perdu dans ce vide de souffrance que je ne peux plus enregistrer les changements individuels qui se produisent. Tout fait partie de la douleur générale. Je flotte dans cette agonie, la laissant m'envelopper. Les moments passent, peut-être des années. Impossible de le savoir. Le temps n'a plus de sens, il n'y a que la douleur. Soudainement, avec une certaine clémence, il y a un soulagement. Ma peau extérieure se déchire, tandis que mon nouveau corps émerge de dessous. La ceinture tombe de ma bouche, tandis que je halète lourdement. C'est comme si une pression insupportable s'était relâchée. Il y a de petites piqûres d'inconfort, tandis que la transformation se termine. Mais elles sont à peine perceptibles comparées à ce que je viens de traverser. Les derniers os se mettent en place. Je sens que ma raison commence à s'estomper. Dans quelques instants, elle sera secondaire par rapport à l'instinct. Je ne perds jamais complètement la conscience. Je suis pleinement conscient de ce que je fais, mais cela n'a plus d'importance. Je me lève. Tout semble si différent maintenant. Puissant. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu tenir debout avec mes faibles jambes humaines. Je jette un coup d'œil à mon reflet dans le miroir. Le visage d'un loup me regarde en retour. Il est maigre et émacié, la peau tendue contre le visage et le museau. Le pelage noir est emmêlé de sang. Je déchire un lambeau de chair brisée au bas de ma mâchoire. Film, télévision, livres, légendes, tout se trompe au sujet des loups-garous. Il y a une ressemblance avec les loups après la transformation, oui, surtout au niveau du visage, mais cette ressemblance ne va que jusqu'à un certain point. Mon corps est bien plus squelettique et maigre que ce que les représentations populaires en montrent. Certaines parties de moi, comme mes doigts griffus, semblent presque délicates. Je n'ai pas de queue et mon long museau contient plusieurs rangées de dents. Ce sont mes yeux qui racontent la véritable histoire. Ils sont complètement noirs, avec de petites pointes de lumière rouge à peine visibles dans leur profondeur. Regarder dedans, c'est connaître la peur, c'est connaître la mort. J'entends du bruit dans le bar et je m'éloigne du miroir. Mes sens sont plus aiguisés que tout ce qu'un humain pourrait imaginer. J'entends un tabouret s'éloigner du comptoir. Je peux sentir l'arôme de la bière qui filtre sous la porte. Je vois chaque fissure et chaque imperfection sur les carreaux du mur de la salle de bain. Je me sens vivant, d'une manière que je ne ressens jamais, sauf quand le loup sort pour jouer. Je jette un dernier regard à la salle de bain.
Il y a du sang partout, et des morceaux de ma peau humaine couvrent le sol. Bien que ce soit mon propre sang, l'odeur m'excite. Je montre les dents en me tournant vers la porte de la salle de bain. Enfin, après tout ce temps, la chasse commence. La porte explose en éclats quand je la franchis. Un homme se tient prêt, dans le couloir court, un verre à moitié plein dans la main. Ses yeux s'écarquillent sous le choc. Avant qu'il n'ait le temps de dire ou de faire quoi que ce soit, mon bras droit se tend vers lui. Les griffes percent la peau, les muscles et l'os comme s'ils ne faisaient aucune résistance. Son corps se sépare en deux et tombe au sol en un tas. Oh oui, mes sens améliorés intensifient chaque moment de la mort. C'est un plaisir qui dépasse les effets de n'importe quelle drogue. Encore, j'en veux encore. Des cris viennent de la salle principale. Les clients du bar me regardent avec surprise et horreur, et certains courent bien vers la porte. Je fais 2 pas en avant de sauter au-dessus de leur tête et d'atterrir entre eux et la sortie. Personne ne part. C'est mon moment. L'un des clients lance un coup de poing maladroit vers moi. J'ouvre ma mâchoire pour exposer mes rangées de dents et je mords le bras qui se rapproche. Mes crocs, aussi tranchants que des lames, s'enfoncent profondément. D'un coup de tête, j'arrache le bras et le lance contre le mur du fond. Le sang qui coule dans ma gorge a un goût divin. Je suis un tourbillon de souffrance et de mort. Des gorges sont déchirées, des membres se détachent, des vies prennent fin. Chaque mort accroît mon besoin d'encore plus. Je me régale, tandis que je détruis les clients du bar. Je suis le dieu de la chasse, et ma seule vocation est de récolter la proie. L'homme, derrière le bar, a une arme. Il la lève et tire 1, 2, 3 fois. Chaque balle atteint sa cible. Je ressens l'impact des balles quand elles frappent ma peau. Le métal est chaud, et il brûle les pointes de ma fourrure. Ma bouche s'ouvre légèrement tandis qu'un sourire s'étend sur mon visage. Le mouton pense qu'il peut blesser le loup. Je saute par-dessus le comptoir et je ferme ma mâchoire autour des côtés de sa tête. Pendant un instant, je le laisse se débattre, mes dents perforant sa peau tandis qu'il tente de se libérer. Il comprend maintenant sa place dans l'ordre des choses. Sa lutte cesse quand je serre ma mâchoire. La musique résonne depuis le jukebox dans le coin du bar tandis que j'observe la pièce. Le Rock Creek Tavern est désormais un monument à la boucherie. L'odeur de la mort emplit mes narines alors que je savoure les délices du carnage. Je lève la tête vers le plafond et hurle triomphalement. Le hurlement d'un loup-garou n'est pas comme celui d'un loup. C'est un son inhumain, un cri guttural et profond qui répand la terreur chez tous ceux qui l'entendent. C'est le son de l'ouverture des portes de l'enfer. J'en veux plus. La chasse vient à peine de commencer, et j'ai l'intention de profiter de chaque seconde. Je sors par la porte principale et je m'élance dans les rues. Les gens commencent à crier immédiatement, mais je les ignore pour l'instant. Le soleil commence à peine à se coucher au loin, le ciel est rempli de taches rouges et de violets denses. Je reste un instant figé à ma place. Je n'avais jamais vu de coucher de soleil avant, pas avec ces yeux-là. La transformation se produisait toujours après que la nuit soit tombée. Même au cœur de ma frénésie, la beauté de la scène devant moi est frappante. Le sort se brise lorsque je sens le sang dans ma fourrure. Il est temps de continuer ce que j'ai commencé. Une voiture commence à sortir du parking en face de moi. Montrant les dents, je saute à travers la fenêtre du côté passager et dans le véhicule. D'un seul mouvement, j'enveloppe mes griffes autour du cou du conducteur et je le jette avec moi hors de sa porte. Nous atterrissons violemment sur le béton. Je lui écrase la gorge avant de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir la voiture s'écraser contre un camion qui arrivait. Un homme et une femme courent sur le trottoir, s'éloignant de moi. Je cours derrière eux et je les rattrape avant qu'ils ne réalisent que je les suis. La femme tombe lorsque mes griffes et mon bras traversent son dos et sortent par sa poitrine. Attrapant l'homme, je le soulève au-dessus de ma tête et je le brise en deux, tandis que son sang et ses entrailles se déversent. Je laisse tomber le corps et je plisse les yeux. Le vent m'a apporté une odeur qui n'est ni celle du doux et cuivré parfum du sang, ni l'une de celles que l'on associe habituellement à un petit village. Cette odeur est très différente. Pour la première fois, non seulement pendant cette transformation, mais pour la première fois dans cette forme, je me sens mal à l'aise. Je ne reconnais pas l'odeur, mais je comprends ce qu'elle signifie. Quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, a déjà marqué ce village comme le sien. Je suis sur un territoire réclamé. Peu importe. Je n'ai qu'une seule chance par cycle. Si une autre créature a réclamé Broken Bend, elle est plus que bienvenue à venir tenter de défendre son territoire. Mais la plupart des gens ont quitté la rue. Ils espèrent pour se cacher de moi, ou du moins mettre de la distance entre eux et moi. C'est un espoir futile, et je soupçonne qu'une partie d'eux le sait. Je traquerai ceux qui sont dans le petit centre-ville, puis je me dirigerai vers les quartiers résidentiels. Avant la fin de la nuit, j'aurai massacré la majeure partie de ce village. J'entends les sirènes qui commencent à retentir à moins d'1 kilomètre. Il est rare que je croise la police sous l'influence de la pleine lune. En général, je veille à être dans des endroits moins publics lorsque la transformation se produit afin d'éviter cela. Les changements dans mon cycle dus aux alignements planétaires rendent cette nuit bien plus compliquée que d'habitude.
Je montre les dents, incapable de contenir mon excitation. Cela fait tellement de temps que ma proie n'a pas essayé de résister à la mise à mort. Cette émotion m'a tant manqué, putain. Le premier des voitures de police apparaît au coin de la rue. Je saisis une boîte aux lettres proche et je la déchire des boulons épais qui la fixent au trottoir. D'un seul bras, je la lance contre le pare-brise de la voiture qui approche. Elle brise le verre et écrase la partie supérieure du conducteur. La voiture dérape violemment vers la droite et s'écrase contre le côté d'un magasin. Le soleil est déjà couché et le ciel devient sombre. Une deuxième voiture de police apparaît à l'horizon, ses feux rouges et bleus clignotants et sa sirène hurlant. Elle s'arrête à un pâté de maison de moi, et 2 officiers en sortent, utilisant les portes de la voiture comme bouclier tout en sortant leurs armes de leurs étuis. Je commence à courir vers eux, mes mâchoires grinçant et mes griffes se tendant d'impatience. Je suis à mi-chemin avant de m'arrêter. L'air est empli de l'odeur de l'autre créature. Elle est plus forte maintenant, ce n'est plus l'odeur résiduelle de quelque chose qui est passé ici avant, mais une odeur fraîche, celle de quelque chose qui se rapproche. J'ignore les officiers et je prends une grande inspiration. Elle vient d'en face, contre le vent. Soit cette créature ignore que je suis là, soit elle s'en fiche d'annoncer sa présence pour moi. Il y a quelque chose dans cette odeur qui me dérange. Bien que je ne la reconnaisse pas, c'est comme si une partie primitive de moi, un souvenir enfoui dans ma biologie de loup-garou, savait que cela signifie que le danger est proche. Je sais qu'il existe d'autres êtres surnaturels dans le monde. J'en ai croisé quelques-uns au fil des années, mais aucun d'eux n'avait provoqué une telle réaction en moi. J'étais le prédateur alpha. Rien n'était au-dessus de moi dans la chaîne alimentaire. Les poils de mon dos se hérissent tandis que l'odeur continue de s'intensifier. J'essaie de me convaincre que ces sentiments ne sont que le résultat des circonstances inhabituelles entourant cette transformation de ce soir. Mes instincts savent que ce n'est pas la vérité. Les officiers commencent à tirer leurs armes. À peine remarque-t-on que certaines balles m'atteignent. Je me concentre sur l'odeur, essayant de déchiffrer ce que je peux en tirer. Les pensées commencent à traverser mon esprit. Non, pas des pensées, plutôt des impressions. L'odeur me fait penser aux eaux sombres et froides des océans les plus profonds, à l'immobilité et au silence là-bas, bien en dessous de la surface. En même temps, elle me rappelle le vaste ciel nocturne, le vide noir entre les étoiles. Les images défilent rapidement dans mon esprit comme des images projetées par un film. Il y a de la folie en elles. Le brouillard commence à remplir les rues. Il est froid et dense et fait que ma peau se sent grasse. Il est apparu de nulle part et devient rapidement trop épais pour voir à travers. Il sent exactement comme la créature qui se rapproche. Les officiers ont cessé de me tirer dessus. Je tourne la tête vers eux et découvre qu'ils ne pointent plus leurs armes vers moi. Au lieu de cela, ils sont totalement immobiles, leur visage blanc, tandis que chacun me pointe du doigt avec l'index de leur main gauche. Je n'avais jamais vu une telle chose auparavant. Les personnes qui s'étaient cachées de moi à l'intérieur des commerces sortent maintenant à nouveau à l'extérieur. Chacun d'eux a le même regard vide sur son visage que les officiers, et tous me pointent du doigt de la même manière. Je leur grogne un avertissement. Aucun d'eux ne sent plus humain, et à la place, ils puent l'odeur du brouillard. Mes instincts me crient qu'il faut que j'abandonne ma chasse et m'enfuis. Ce qui vient pour moi n'est pas seulement antinaturel, ce n'est pas de ce monde. Je secoue la tête, frustré. Cette nuit est la mienne, cette chasse est la mienne. C'est mon droit de verser le sang et de festoyer avec la chair. J'entends la créature se rapprocher. Elle est proche. Si ce n'était pas pour le brouillard, je pourrais déjà la voir. Elle fait... Je ne sais pas comment décrire cela. Le mot qui me vient à l'esprit est humide. Je regarde autour de moi les gens rassemblés, une prise de conscience m'envahit. Ce n'est pas juste le territoire d'une autre créature. Le territoire fait partie de la créature. Je suis arrivé dans un village conquis il y a bien longtemps. Tous les habitants ne sont que des extensions de sa volonté. Ma soif de sang se dissipe. Si je reste, elle m'engloutira aussi. Je cours, me déplaçant sur mes 4 pattes pour m'éloigner aussi vite que possible. L'odeur de la créature se dissipe rapidement dans la distance. Elle ne me poursuit pas, du moins pas à une vitesse significative. Son odeur m'entoure toujours, cependant. Et elle se rapproche de chaque côté et devant moi. Le brouillard s'étend vers l'extérieur et d'autres personnes sortent de leurs magasins et maisons. La créature d'un autre monde ne pense pas avoir besoin de venir personnellement me chercher. Elle croit pouvoir resserrer un piège autour de moi avec ses suiveurs. Si j'étais humain, je pourrais retourner à ma voiture et quitter la ville en conduisant. Dans cette forme, je n'ai pas cette option. À la place, je me précipite dans la forêt à la lisière du centre-ville. Il y a des gens qui m'attendent juste à l'intérieur de la limite des arbres. Cependant, ils ne se contentent pas de rester là, les bras croisés, à me pointer du doigt. Chacun d'eux est armé, la plupart avec des couteaux, et le reste avec divers outils. Ils se jettent sur moi en un demi-cercle, cherchant à couper ma route. Je hurle en me jetant directement au milieu de la foule.
Leur maître peut bien me faire ressentir de la peur, mais ceux-ci ne sont que des humains. Avec mes dents et mes griffes, je déchire leur corps. Il n'y a ni cri, ni lamentation de douleur. Ils sont totalement silencieux, me poignardant avec leurs couteaux avant d'être anéantis. Quand le dernier tombe, je m'arrête un instant pour reprendre mon souffle. L'odeur de la créature est plus proche. Bien que les gens n'ayant pas pu m'arrêter, ils ont réussi à me ralentir. Je continue d'avancer. Quelque chose me frappe violemment sur le côté et je perds l'équilibre. Je m'écrase contre un arbre avant de glisser jusqu'à ce que je m'arrête. Je baisse ma main griffue et touche l'endroit où j'ai été frappé. Je saigne. Un homme sort des buissons et entre dans mon champ de vision. Bientôt, il est suivi par une femme, puis une autre. Tous portent des fusils qui semblent lourds. Les balles ne me font généralement pas de mal, mais celles-ci sont de gros calibre et ont bien plus d'impact. Je reprends mon équilibre et je continue de courir. Des tirs sont échangés, mais aucun ne m'atteint. Je vais plus lentement que quelques instants auparavant. La balle qui m'a traversé doit avoir touché quelque chose d'important. J'ai plus de mal à respirer, et ma jambe droite est légèrement engourdie. J'ignore ces douleurs et je continue d'avancer. Je ne m'arrête qu'à l'arrivée du fleuve qui marque la limite du village. Sans m'arrêter, je plonge dans l'eau. Elle est glacée, et le froid intensifie la douleur de ma blessure. J'entends encore des tirs derrière moi. Certains atteignent l'eau, mais aucun ne me touche. Je parviens de l'autre côté du fleuve et je rampe jusqu'à la rive. Je me précipite pour me cacher parmi les arbres voisins avant de m'arrêter pour jeter un dernier regard en arrière. Il n'y a aucun signe des habitants du village ni du brouillard, et je ne peux plus sentir l'odeur de la créature dans l'air. Je suis sorti de son territoire. Je regarde le sang qui s'écoule de ma blessure. Bientôt, il guérira. Je relève la tête pour regarder de l'autre côté du fleuve, ressentant de la honte en le faisant. Quelque chose d'impie a réclamé Broken Bend, et c'est le véritable Alpha.